Alors, comme je disais, Ténébrahima a engagé des marabouts. Les marabouts qu'il a engagés, les marabouts avaient des objectifs précis. Je ne suis pas Chris Yapi. Je répète, je ne suis pas Chris Yapi. Donc, je vous parle de choses vraies. Je n'ai pas un informateur, mais je crois que ce soit Ténébrahima aura du mal à dormir. Parce que je rends toute la gloire à Dieu, il m'a permis. Ce que je vais vous dire, c'est avec une certitude absolue. Et si Ténébrahima veut discuter, je vais lui dire, quand il tenait ces propos-là, quel habit il avait porté, quelle nourriture il a mangé. Je vais lui dire ça. Il va attaquer ces marabouts, il va croire que ces marabouts ont parlé. Ces marabouts n'ont pas parlé. Dieu m'a révélé ce qu'il est en train de faire. Et je vais dire à Ténébrahima, si tu ne veux pas aller de façon précipitée dans ta tombe, il y a des gens que Dieu a choisi de les protéger. Quand tu as demandé à tes marabouts de s'attaquer à telle ou telle personne, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils t'ont dit, telle ou telle personne, on ne peut pas. Avec les plus grands sacrifices au monde, parce que ceux-là, ils sont directement sous la couverture de Dieu. Ténébrahima, ils n'ont jamais dit ça? Ils t'ont dit, et je fais partie de ces personnes. Je répète encore. Ténébrahima, tes marabouts t'ont dit, telle ou telle personne, on ne peut rien faire. Ceux-là, ils sont directement sous la protection de Dieu. Personne ne peut. Et je fais partie de ces personnes-là. Ténébrahima, tu es trop petit. Je te dis, tu es trop petit. Si moi je te maudis, Ténébrahima, wallahi billah, avant la fin de l'année, les Ivoiriens vont voir ce qui va t'arriver. Mais moi, je ne le ferai pas parce que Dieu ne m'a pas ordonné de faire ça. Ténébrahima, je répète encore, tu es trop petit. Les marabouts, tu allais voir là, c'est parce qu'ils ont échoué que tu as essayé d'envoyer tes agents au Niger, au Burkina et au Mali. On est au courant. La dernière fois, j'ai parlé, je n'ai pas donné trop de détails. Aujourd'hui, le Seigneur me permet de donner un tout petit détail, mais pas trop. Chaque jour, si nécessaire, chaque fois que j'aurai l'occasion, je vais donner des petits détails. Mais Ténébrahima, tu continues. Voilà ce que Dieu dit. Tu continues, il va te détruire plus vite que ton père qui est déjà au bord de la tombe. Toi, tu vas précipiter Alassane Ouattara. Tu vas aller dans ta tombe avant Alassane Ouattara si tu continues. Demande à tes marabouts de confirmer ou d'infirmer ce que j'ai dit. Ténébrahima, je répète, demande à tes marabouts de confirmer ou d'infirmer ce que je viens de dire. Tu insistes, tu vas dans ta tombe avant ton père criminel Alassane Ouattara. Il y a des gens à qui tu t'attaques qui sont déjà sous la bannière protectrice de Allah. Les 3 présidents de l'AES et bien d'autres personnes. Et je fais partie de ces personnes-là. Ces temps-ci, je crois que tu as beaucoup fantasmé sur ma personne. On t'a menti sur moi. Et tu crois que je suis une cible facile. Mais moi, je suis sous la protection de Dieu. Ténébrahima, Dieu ne permettra jamais que tu réussisses. Les gens que tu as envoyés, là, on les a vus. On les a repérés. Très bientôt, s'ils sont malins, parce que chaque fois ils sont assis, ils veulent voir ce que je vais dire. C'est ce que Dieu m'a montré. Ils attendent de voir si je vais dire quelque chose. On sait déjà où ils sont. On n'est pas pressé. Mais Ténébrahima, tu continues ce que tu fais. Tu vas aller plus vite dans la tombe qu'Alassane Ouattara. C'est ce que je peux te dire. Alors, comme tu es un petit blacko, Ténébrahima, tu es maudit, tu es maléfique et satanique. Je répète, tu es un blacko, Ténébrahima. Tu es trop petit devant nous. Les prostituées que tu as recrutées pour faire les panels et pelles par en Europe, là, tu crois que ça nous effraie? J'espère que vous avez les leçons maintenant. Tu crois que ça nous effraie pas, Ténébrahima? Il faut continuer ce que tu fais, Ténébrahima. Tu ne seras pas surpris. Je répète, tu ne seras pas surpris. Tu veux précipiter la Côte d'Ivoire dans une guerre. C'est à cause de ça les gens que tu as payés en Europe. Là. Et tu crois que nous, on sera paniqués ici, au sein de l'AES,
Parce que tu as recruté des petits Songrouba qui ne servent à rien, celles qui vont laver les assiettes dans les restaurants à Paris, là, tu crois que c'est ça qui nous fait peur? Les gens qui vivent à Château-Rouge à Paris, là, dans des conditions misérables. Donne-moi une seconde, là. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Mais ça, c'est facile. On n'a pas peur, ténébrement. On t'attend avec les pieds fermes. Alors, je vais revenir sur un certain nombre d'éléments, bien entendu. Vous avez entendu cette bonne nouvelle sur le Mali, ce qu'on appelle le désenclavement du Mali. Le Mali qui sera désenclavé, bien entendu, à partir du fleuve Sénégal, où on pourra creuser beaucoup profondément le fleuve Sénégal pour que les petits et les moyens bateaux puissent entrer. Et n'est-ce pas ce dont nous avons parlé depuis toujours? Mais nous, on est contents que ce projet aboutisse. Mais vous allez voir, à cause de ce projet, à cause de ce port qui doit être construit ici au Mali, vous allez vous rendre compte que le Sénégal désormais deviendra une cible des terroristes. Déjà à l'université de Dakar, Cheikh Anta Diop, j'ai écouté quelque chose qui m'a fait froid au dos. Je me suis rappelé de l'époque où les loupards ont infiltré le campus d'Abidjan, l'université d'Abidjan. Ils disent qu'ils ont découvert dans des chambres universitaires à Dakar des bombes lacrymogènes et puis les armes blanches. Exactement le même scénario qu'en Côte d'Ivoire. Et les étudiants qui n'ont certainement pas fait cette réflexion assez loin pointent du doigt la responsabilité de l'État sénégalais. Mais c'est pas l'État sénégalais qui est en cause. Je n'essaie pas ici de défendre Ousmane ou Diomaye. Mais je leur dis, s'ils sont étudiants, ils sont supposés faire des recherches. D'abord, est-ce que ce qui a été dit par les autorités, c'est vrai ou faux? Si c'est vrai, qu'ils attendent d'abord le résultat des enquêtes. C'est vrai, je déplore la mort de quelqu'un. Il y a un étudiant qui a été tué. Nous présentons nos condoléances à la famille de cet étudiant. Et nous demandons toujours aux forces de l'ordre d'agir avec une certaine maîtrise de soi. Eux, ils ont appris à contrôler ces genres de situations. On leur a appris ça. Ça fait partie de leur formation. Mais quand vous êtes sur le terrain, vous oubliez tout de suite votre formation. On appelle la police, la gendarmerie, l'armée, ce qu'on appelle la force répressive légale. Donc légalement, ils sont dans le droit de faire certaines choses. Mais légalement, ils sont tenus à ne pas traverser une certaine ligne. La force répressive légale, c'est la police et la gendarmerie. Ce sont les forces de défense et de sécurité. Puisque la Constitution permet ça. Mais en même temps, ils apprennent à contrôler, pour ne pas dire à se contrôler, mais non, à pouvoir maîtriser une foule lorsque la foule, alors tout de suite, quand ils sont devant la foule, ils perdent leur sang-froid et puis ils font autant pour moi, ils font des bêtises. Moi, je suis contre cela et je vais toujours être contre cela. Voilà. Il appartiendra aux autorités sénégalaises de tirer toutes les leçons. Mais en même temps, nous demandons aux étudiants de faire beaucoup attention, de ne pas faire l'amalgame. Vous avez soutenu le PASTEF, c'est tout à fait normal. Mais posez-vous des questions. Est-ce que réellement des étudiants étaient en possession de bombes lacrymogènes? Si c'est vrai, comment ces étudiants ont eu ces bombes lacrymogènes dans les cités universitaires? Deuxièmement, ils avaient des armes blanches. Pourquoi avoir des armes blanches dans les cités universitaires si on n'a pas d'autre intention derrière la tête? Donc, je laisse l'enquête au Sénégal déterminer cela. En ce qui me concerne, ce que je peux dire aux uns et aux autres,
L'idée d'avoir un port au Mali, beaucoup en ont parlé. D'abord, je voudrais m'arrêter rapidement, avec votre permission, remercier tous ceux qui me soutiennent d'une certaine manière, tous ceux qui reprennent mes interventions sur leur plateforme. Il fut un temps où je voulais vous condamner pour ça, mais je crois que ça n'en vaut pas la peine. J'insiste une dernière fois, faites cela avec la manière et avec l'intelligence, c'est beaucoup mieux. Deuxièmement, nous menons un combat. Le combat n'est pas facile, le combat il est efficace, il n'est pas facile, il est douloureux par moments, on prend des coups. Et vous pouvez par moments peut-être ne pas apprécier le ton de Keïta, mais c'est comme ça Keïta est. C'est comme ça je suis, ça c'est ma nature. Je ne changerai pas pour quelqu'un. Si mon père ne m'a pas dit de changer quand je faisais la politique, avec la même agressivité du langage, c'est Dieu lui-même ne me dit pas de changer, je vous en prie, ne perdez pas votre temps. Vous n'êtes pas d'accord, passez votre route. Je ne suis pas là pour vous. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors, les petits idiots qui viennent montrer leurs inepties, j'ai pas le temps pour vous non plus. Je fais mon direct. Les petits bâtards, vous n'allez pas m'empêcher de parler. Signalez-moi autant que vous voulez. C'est les Ivoiriens qui crient. On me signale, on me... Keïta s'en fout. Signalez, c'est pas son problème. Il s'en fout. Lui, il s'en fout. Il fait pour lui. Si ça pouvait faire des effets, là, il y a longtemps, ça aurait fait des effets. Alors, ceci dit, on va aller avec le port du Mali. Ça, c'est une certitude que s'il y a quelque chose de toute ma vie que, alors, on va se calmer un peu le temps que Facebook, on allait sur la batterie. On va permettre à Facebook, voilà, on a repris avec YouTube. Voilà, donc c'est venu. On est revenu à YouTube. Dieu merci. Où est la commande de la télé? Je vous permets de voir ça. Hein? Permettez-moi rapidement de... Voilà. J'espère que tout va bien maintenant. Wow. Faut pas me fatiguer, hein? Voilà, toi, dans une seconde, hein, je vais sortir de ce truc-là pour... voilà. Voilà. Dans une seconde, s'il vous plaît. Voilà. Rapidement, on va connecter puisqu'on va travailler à la télé. Donc, permettez-moi que la télé soit connectée puisqu'on va travailler à la télé. Alors, évidemment, nous allons le Mali avec le projet d'import. C'est pas un port sec. Comme vous pouvez le savoir, le Mali, ça va revenir, hein, doucement, doucement, on va évoluer. Je crois que la connexion est revenue. Je sais pas pourquoi la télé me fatigue. Parce qu'il y a des choses que je voudrais, au niveau de YouTube, le refaire rapidement. Attends. Dans une seconde. Ok. C'est venu, donc on va rapidement aller. Voilà, donc, ok, c'est bon. Alors, le port du Mali, évidemment, on va en parler. Le port du Mali, on va en parler, si Dieu le veut. Le désenclavement de l'AES, évidemment. Mais ce qui m'importe beaucoup plus, c'est d'abord, on va aller à Téhéran. On va aller en Iran d'abord. On va se poser des questions. La première question, elle est pour nous, elle est nécessaire. Pour nous, elle est nécessaire. La première chose, d'abord, comme je le dis, je le répète sans cesse, pourquoi nous voulons un port au sein de l'AES. On va le définir avec votre permission. Mais permettez-moi d'abord de conclure rapidement avec la Côte d'Ivoire et puis ensuite on avance.
Téné Brahima a décidé de s'attaquer à ce que nous appelons la souveraineté de nos États. Retenez ceci. Téné Brahima n'est pas en mesure, ni intellectuellement, ni rationnellement, ni psychologiquement, il n'est pas en mesure de faire une distinction correcte entre ce qui est politiquement correct et ce qui est moralement admissible. Je répète le français. Je dis, Téné Brahima n'est pas en mesure de faire la distinction entre ce qui est politiquement correct et moralement admissible. Faites beaucoup attention aux expressions que j'utilise. Politiquement correct et moralement admissible. Téné Brahima est une bête sauvage. La brutalité et la violence déterminent l'attitude de l'homme. Il a du mal. Merci. Il a du mal à accepter que en politique, ce n'est pas tout qu'il faut dire, ce n'est pas tout qu'on peut faire. Malheureusement, il a pris cette habitude de travailler dans le mysticisme, c'est-à-dire faire appel à des marabouts pour nuire à certaines personnes. Quand je disais que, à l'époque, quand je disais que Soro Guillaume allait être empoisonné, s'il ne fait pas attention, ou il quitte la Côte d'Ivoire, ou il sera empoisonné, peu importe que vous soyez d'accord avec Soro ou pas. Cela s'est avéré vrai, puisque j'ai discuté avec le cercle restreint de Soro, où Soro était informé, on va t'inviter tel jour, fais attention, arriver là-bas, va avec ta bouteille d'eau et fais très attention à ce que tu vas mettre dans la bouche. La femme d'Ahmed Bagayoko, elle est vivante. Il a fallu à Ahmed Bagayoko d'aller assister à une rencontre organisée par Téné Brahima et rentrer chez lui. Il a commencé à se plaindre et Yolande est vivante. Tout de suite, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que Yolande, je crois qu'elle est pharmacienne de formation, médecin ou pharmacien. Elle a donné, je crois, l'huile de palme rouge à Ahmed. Il a versé beaucoup, mais il avait déjà consommé beaucoup, puisqu'on a fait exprès pour le maintenir aussi longtemps, pour que le produit puisse faire ses effets. Et après quelques temps, on a vu comment Ahmed Bagayoko a commencé à dépérir, à devenir autre chose, jusqu'à ce qu'elle l'amène à Paris, de Paris en Allemagne, où sa mort a été déclarée. Ça, c'était Brahima. Puisqu'il sait qu'il ne peut pas nous avoir pour un déjeuner, il est passé par des pouvoirs mystiques et on lui a dit, seul on ne peut rien contre eux. Il faut les laisser. Mais comme il est têtu, il s'est dit qu'il ne peut pas s'avouer vaincu. Un voleur comme lui, un criminel comme lui, il pense que Dieu va lui accorder sa faveur. Il y a des fois où Dieu vous accorde sa faveur, même si après il va vous brûler en enfer. Mais Téné Brahima ne fait pas partie de ceux avec qui Dieu va accorder une faveur, parce que Dieu même l'a rejeté. Et je vais dire une chose à Téné Brahima. Ton père Alassane Ouattara ne t'a même pas reconnu comme son propre fils. Ta mère, il ne l'a même pas accepté comme quelqu'un avec qui il est allé. Il a préféré te présenter comme son petit frère. Mais tu sais que tu n'es pas le petit frère d'Alassane Ouattara. Et ceux qui connaissent la famille savent que tu n'es pas le petit frère d'Alassane Ouattara. Le monde peut-être ne le sait pas, mais je le sais. Les personnes à qui tu as confiance, dont tu n'as aucune idée qui peuvent donner certaines informations, m'ont personnellement confirmé cela. Moi, je cite pas les noms, j'aime pas cette affaire des sources. Alassane Ouattara te présente
avec le plus grand mépris de la part de Dieu, parce qu'il ne respecte même pas Dieu, ce qu'il a fait dans le noir, dans la cachette. Il s'est caché, il a enceinté ta maman, et toi, il va te présenter comme son petit frère. Et l'idiot que tu es, tu te présentes comme le frère d'Alassane Ouattara. Et tu sais très bien que tu n'as jamais été le frère d'Alassane Ouattara. Tu es le fils adultéré d'Alassane Ouattara. Il a violé une petite fille, tu es venu au monde. Tu as été élevé comme son frère. Mais tu n'es jamais le frère d'Alassane Ouattara, tu es le fils d'Alassane Ouattara. Ce que tu fais, il faut arrêter. Chaque chose a une ligne rouge. Mais la ligne rouge, tes marabouts t'ont déjà dit, il peut pas traverser cette ligne rouge. Mais tu les pousses. Le choix t'appartient, tu tu peux continuer à les pousser. Mais ce qu'ils t'ont dit, il y a une dernière chose que tes marabouts t'ont dit. Je vais pas révéler ça aujourd'hui. Je vais révéler ça prochainement. Comment je sais ça? Tu es trop petit, tu sais pas qui je suis, voilà pourquoi tu parles. Et les bâtards qui viennent sur mes pages là pour parler, vous ne savez pas qui je suis. Tenez vraiment, ce soir, il va mal dormir parce qu'il va se poser la question, comment je suis au courant de tout ça? Et vous, les enfants de capote percés, dès que vous êtes, vous croyez que vous m'effrayez? Allez demander à Télé Brema, il sait qui je suis. Télé Brema, tu es trop petit. Ce que tu envoies là, ils vont partir dans cercueil. Ils vont retourner avec des cercueils au sein de l'AES. Ça, c'est le premier point ténébreux. Je vais pas finir dans ténébreux. Tous les jours que Dieu fait, je vais t'allumer. Maintenant, qui tu es? Tu ne vois pas comment tu es en train d'être déformé ténébreux? Il faut te regarder d'abord comment tu es en train de devenir, malgré l'argent que vous avez volé aux Ivoiriens. Vous n'êtes pas des Ivoiriens. Il y a un jeune Burkinabé qui a fait une démonstration il n'y a pas longtemps où il a montré que ton père a du terrain et toi, vous avez mis un goudron entre votre village Sindou et, je crois, Banfoura. Et que vous vous cachez pour aller là-bas souvent. Mais vous trompez les Ivoiriens. Vous mentez aux Ivoiriens. Moi, je suis fier de celui que je suis. Le fils de mon père et de ma mère, fier d'être malien. C'est pourquoi jusqu'à votre pathétique fait minable, vous ne m'arriverez jamais à la cheville, malgré l'argent que vous volez aux Ivoiriens. Je ne volais rien à la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens m'apprécient. Si c'est pas à cause de votre méchanceté, votre haine, vous deux, on vous met dans une balance en Côte d'Ivoire. Je sors, je vous bats tous les deux. Toi et ton papa adultéré. Je vous bats tous les deux. Mais Dieu a une surprise pour toi, Ténébrème. Pour ton papa, j'ai pas encore reçu la révélation pour le moment. La révélation que j'ai déjà faite, je m'en tiens à ça. Mais pour toi, Ténébrème, tes marabouts vont te confirmer ce que je te dis, puisque tu es un grand fétichiste, un grand consultateur de marabouts. Tu es dans le mystère, tu ne peux rien faire. Et c'est toi qui as la gueule avec ton ventre de femme enceinte, tu parles. Alors que tout ton travail là, c'est maraboutage, maraboutage, maraboutage. Tes marabouts vont te confirmer ceci. Qu'il faut le laisser, sinon c'est ta fin qui est proche. Tes marabouts vont te dire ça. Mais si tu insistes, billahi, Allah va t'humilier. Tu peux tenter, hein? Moi je m'en fous. Je dis et puis moi j'avance. Le reste là, ça c'est déjà entre les mains de Dieu. Alors, on va d'abord en Iran et puis ensuite on revient. On va décortiquer en même temps. Il y a plein de choses qu'on doit décortiquer. Voilà une situation que nous vivons depuis un certain temps entre les États-Unis de Donald Trump. Faut pas confondre quand on dit États-Unis parce que leur système électif, je dis pas démocratique, hein, je dis leur système électif est fait en sorte que chaque président fait 4 ans renouvelable une seule fois. Donc, quand vous parlez, les Américains eux-mêmes disent l'administration de tel ou tel président. C'est ce que disent les Américains. Mais avec Donald Trump, on dit le régime. Parce que entre administration et régime, dans l'appellation de l'américain, il y a une distinction. Le régime, c'est la dictature, c'est l'autocratie, c'est la corruption, c'est la manipulation, c'est la violation constitutionnelle. Mais l'administration, c'est le respect des normes constitutionnelles. Donc, quand l'Américain te dit l'administration de Barack Obama,
Ils disent Barack Obama était respectueux des valeurs constitutionnelles. Mais quand on dit le régime de Donald Trump, c'est quelqu'un qui s'en fout de la Constitution et il viole notre État fondamental. Donc, quand l'Américain dit régime, faites beaucoup attention. Les journalistes, ils disent toujours régime, administration. Et Donald Trump, tout le monde parle de régime. Parce qu'on ne le voit pas en tant qu'administration. Parce que l'administration se fonde sur des valeurs élémentaires. Mais avec lui, c'est pas le cas. Alors donc, le régime de Trump décide de s'attaquer à l'Iran. Pour faire plaisir à Israël. Puisque la finance mondiale, dans certaines mesures, est soutenue par les Juifs. Les banques, les plus grandes banques, ils sont les plus grands détenteurs des actions là-bas. Et j'ai vécu ça avec différentes élections. Bush le père, Bush le fils, Barack Obama, Donald Trump. J'ai vécu tout ça et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que quand l'élection, quand vous êtes dans les primaires, arrivé à un certain niveau, il faut aller voir les Juifs. Il y a je sais pas comment j'appelle ça, mais il faut aller leur parler, leur donner l'assurance que si vous devenez président, vous serez toujours du côté d'Israël. Barack, au début, ne voulait pas faire ça. On lui a dit, Barack, même si tu gagnes, tu n'es pas d'accord avec ceux-là, tu ne pourras pas gouverner correctement. Et il a compris, Barack Obama, il a même fait un voyage en Israël. Il allait rencontrer ces gens-là. Il a dit, si je gagne, je vais veiller aux intérêts d'Israël. Et c'est ce qu'il a fait. Aux États-Unis, on s'en fout quelle est votre position, républicaine, démocrate. Vous êtes président, vous devez défendre l'État d'Israël. Ça fait, ce n'est pas dans la Constitution, mais c'est comme ça. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, ils s'en fichent. Si vous ne voulez pas vous faire assassiner et que vous êtes président, vous devez respecter à ça. Il n'y a aucun politicien aux États-Unis qui pourra dire ce que je dis est faux. Aucun journaliste au monde qui connaît comment les États-Unis fonctionnent peut vous dire que ce que je dis est faux. Trump n'a pas envie d'aller faire cette guerre avec l'Iran. Parce qu'il y a deux puissances qui ont déjà mis, les Américains sont déjà dehors. Mais vous savez, et là aussi je voudrais aider les uns et les autres. Souvent, on veut nous faire croire que l'Amérique est encore cette puissance économique mondiale, ce qui est absolument faux. On veut nous faire croire que l'Amérique est cette puissance militaire mondiale, c'est faux. Les données ont changé. En 70, c'était vrai. 60, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, c'était vrai. Mais à partir de 2015 et 2020, c'était plus vrai. Parce que après la chute de l'URSS et quand Poutine est venu au pouvoir, les données ont changé. Quand Xi Jinping a pris les rênes en Chine, les données ont changé. Quand Modi a pris les rênes en Inde, les choses ont changé. Quand Lula est revenu au Brésil, les choses ont changé. C'est des choses qu'on ne vous dit pas en termes de géopolitique. Il faut regarder ceux qui sont à la tête et mieux, nos États au sein du Sahel. Je vais m'arrêter là un instant. Donald Trump, il compte toujours sur ce qu'on appelle le prix Nobel de la paix. Donc, il veut s'immiscer dans beaucoup de conflits. Sahara occidental, le Nord Kivu, le Mali. Donc, il envoie des envoyés, des émissaires, autant pour moi, rencontrer nos chefs d'État aussi au sein de l'AES. Et puis, il veut nous demander d'organiser des élections. Mais il n'y a encore des bâtards de Donald Trump. Ce que tu fais dans ton pays là, est-ce que nous, on met notre bouche dedans? Tu violes ta propre constitution. Tu respectes même pas la loi. On voit ce que ICE fait aujourd'hui dans les rues des États-Unis. Et c'est toi qui vas venir dire d'organiser l'élection. Est-ce qu'on a un compte à te rendre? Quand ils ont découvert qu'au Burkina, il y a la mine, la plus grande mine de diamants au monde, si je ne m'abuse.
a été découverte au Burkina Faso. Ça, il faut qu'on en parle. On a dit que nous ne sommes rien. On a dit que nous sommes pauvres. On a dit que dans nos terres, rien de bon ne peut pousser. Soyez tranquille, je vais vous faire écouter des documentaires, aussi bien en anglais qu'en français. Aujourd'hui, ce sera le Burkina qui sera à l'honneur. Je vais parler du port du Mali, mais c'est le Burkina qui sera à l'honneur. Pourquoi Trump soudainement s'intéresse à nous? Aujourd'hui, tous les indicateurs au niveau de la Banque mondiale, au niveau du Fonds monétaire international, de toutes les institutions financières, des institutions de notation, tout le monde reconnaît que l'AES a la meilleure performance économique. Les guignols d'Abidjan n'en parlent pas. C'est pourquoi je dis encore à ce bâtard de Premier ministre Tene Brema de respecter sa place. Parce que chaque fois que je vais le voir vouloir s'immiscer, ou l'Éternel me révèle quelque chose sur lui, je vais le traiter de bâtard parce qu'il n'est rien d'autre qu'un bâtard. Tene Brema. J'ai pas fini. Tant que tu laisses pas l'AES là, ta vie sera misérable avant ta chute. Et si nous on parle sur toi là, Tene Brema, tu feras pas la ligne à mon dé, tu vas dans ta tombe. On n'a pas besoin de marabout. Parce que Dieu met dans notre bouche et puis nous on proclame, c'est fini. Le reste là, c'est Dieu qui s'en regarde, ce n'est plus nous. Il dit, faut dire, nous on dit. Keita, mais comment tu sais que Dieu te dit de dire? Petit, tu n'as rien compris. Il y a longtemps, je suis dans ça avec Dieu. Dites-moi, qu'est-ce que j'ai annoncé et puis c'est pas encore arrivé. Donc, comment ça se fait? Ça, c'est plus mon problème. J'ai déjà dépassé ça. C'est toi qui n'as pas encore compris ça. Moi, j'ai déjà terminé ça. Alors, je reviens en arrière encore. Donald Trump décide d'attaquer l'Iran. Les mêmes alliés qui sont avec nous, c'est important que je parle de ça. Les alliés qui sont avec nous, les alliés qui nous soutiennent, les alliés qui marchent avec nous, autant pour moi, donne-moi une seconde. Je vais éviter qu'on ait un petit problème avec, oh là là, je vois si je pourrais, bah, ce sera un peu compliqué. Voilà. Donald Trump. Je vous ai expliqué la dernière fois, le système GPS, on est sorti dedans. La Chine a doté l'Iran des capacités de brouillage. Chaque fois qu'un avion américain, peu importe, se lève et puis veut venir bombarder en Iran, l'Iran devient un trou noir, inaccessible. Toutes les données, toutes les coordonnées de géolocalisation disparaissent de l'écran. Les frappes deviennent impossibles. Donc, écoutez très bien. Je vais vous faire écouter ça. On va écouter ça. Je vous en prie, on va écouter ça. Here's the big news, geopolitical lovers. A new player may have just entered the shadow war in the Middle East. Not with soldiers though, not with missiles, but with satellites watching from space. Okay. Because a dramatic development is rising. Ok. Son anglais, c'est un peu du côté de l'Inde. Ils ont un petit accent qui est un peu difficile, compréhensible avec vous. Mais je vais vous faciliter les choses. Elle dit, c'est pas seulement, les satellites de la Chine ont géolocalisé tous les avions F-35. Ce qu'on appelle les avions, non, c'est F-35, oui, c'est ça, oui. Les avions furtifs américains. Tout a été géolocalisé. Tous les navires de guerre dont les transpondeurs ont été éteints pour approcher l'Iran, tous les navires ont été repérés. Et la Chine a fait exprès et partagé ces informations avec le public, tout en remettant les mêmes informations à l'armée iranienne. Et les Américains ont compris qu'il n'y a plus un endroit sur la terre des hommes où ils peuvent se cacher et puis frapper l'Iran. Parce qu'ils savent que les missiles de frappe iraniens, qui sont hypersoniques, ils ne peuvent pas les intercepter. Donc, en les frappant et disparaître, il sera difficile à l'Iran de savoir d'où est venue la frappe.
Et c'est là que la Chine rentre en jeu avec la Russie. Et ils ont envoyé, je vais vous faire écouter ça, je vais vous montrer un peu, j'espère que vous allez pouvoir voir sur la petite télé, le temps que j'ai commandé une autre télé qui doit venir, une télé qui va nous permettre d'avoir, permettez-moi, hein, oh non, non, permettez-moi, je vais rapidement revenir, c'est là, voilà, voilà, c'est cette partie-là qu'il faut regarder. Et là, Is rising the global security concern here. A Chinese satellite company has released high resolution image showing the exact location of a very powerful. les satellites chinois ont localisé avec exactitude, précision, toutes les géolocalisations d'abord des systèmes de défense américains qu'on appelle THAAD, qui sont des systèmes de défense de dernière génération, et que c'est le chouchou des Américains. Ils préservent ça avec une force incommensurable. Oui, personne ne s'approche. Et elle dit que tout a été avec les résolutions, avec la haute résolution, c'est-à-dire l'image est claire comme l'eau de roche. C'est ce qu'elle dit. On va écouter. American military defense system in the Middle East. And suddenly, the military secrecy is facing a new challenge. You're watching Times XP. It's me, Dhruti Athri, and this story is not just about pictures from the space. It's about modern warfare where information itself can become a weapon. Ok, maintenant, quand vous regardez un peu, vous voyez là, ça, ce sont les différentes localisations. Alors, les États-Unis, alors, regardez, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous pensez, honnêtement, est-ce que vous pensez que pour frapper un pays comme l'Iran, vous devez le faire à découvert? Pour frapper un pays comme l'Iran, vous ne le faites pas à découvert. C'est-à-dire, vous le faites et puis vous vous exposez. C'est dangereux. Et les Américains ne pensaient pas. C'est pourquoi je vous ai dit, le narratif du monde occidental, c'était un narratif pour créer la psychose de la peur. On dit, vous acceptez, vous vous taisez. Et il n'y a jamais eu par le passé un pays se lever et contredire. C'est la première fois dans notre histoire contemporaine qu'on voit que les Américains veulent attaquer un pays tiers, la Chine et la Russie viennent. Et qu'est-ce que la Chine fait? Parce que la Chine a des intérêts immenses en Iran. Mais l'Amérique s'en fout des intérêts des autres. Donc, ils font dans l'intention d'humilier qui? Donald Trump. En faisant ça, le Congrès américain dit à Donald Trump, mais attention, on t'a dit de nous demander l'approbation avant d'aller faire une guerre. Avant d'aller faire cette guerre-là, est-ce que la Chine n'avait pas déjà exposé le matériel américain? Pourquoi tu vas faire une guerre où on a déjà exposé nos matériels, nos éléments? Et parce que une fois que l'Iran va frapper, détruire un ou deux, le mythe est mort. C'est fini. On maintient le mythe pour créer une psychose. Une fois qu'on s'oppose à ce mythe, une fois qu'on s'attaque à ce mythe, le mythe n'existe plus. La peur change de camp. Et ce que vous voyez ici avec la Chine, ça c'est le président chinois Xi Jinping. La Chine expose ce que la Chine n'a jamais fait par le passé. La Chine le fait aujourd'hui avec les Américains, en exposant les positions exactes de tout ce qu'il y a comme arsenal militaire dirigé contre l'Iran. La Chine ne se limite pas seulement à montrer les positions géolocalisées. La Chine équipe l'Iran de radars et de systèmes intégrés avec leurs avions J-20 et la Russie a ordonné la livraison des Su-57 qui n'avaient jamais été vendus à qui que ce soit. Les Su-57 qui constituent le cauchemar des Américains. Le J-20, c'est le cauchemar des Américains. Tous les deux, J-20, Su-57, ce sont des avions furtifs plus développés que les avions américains. Et aujourd'hui, l'Amérique se trouve face au dos. Benjamin Netanyahu dit il faut aller faire cette guerre. Mais pourquoi Donald Trump ne veut pas faire cette guerre? Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous montrer quelque chose rapidement ici.
Je vais voir, j'espère pouvoir vous le montrer rapidement. Oh là là, j'étais un peu occupé. Je crois que, voilà, c'est ici. Cette partie, il faut regarder ça. Ça, c'est pas tout, hein. Come of Zeppelin. Well, the image. Non, 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 attends, on va descendre un peu. On va descendre légèrement. Il y a les Iraniens ont décidé de fermer complètement. Oh là là, ok, je crois, oh là là, je suis un peu perdu. Ah non, non, attendez, je vois, je crois que j'espère que ça doit être là. Je vous fais voir ça. Facing armed government forces and chanting for the end of the Islamic Republic. Non, non, The government of Supreme Leader Ali Khamenei responded the alors, je vais juste m'arrêter là. way authoritarian regimes always do when they feel. L'Iran a décidé de barricader l'entrée du site nucléaire. J'oublie le nom du site nucléaire. Alors, comme les Américains ont vu que les Iraniens et que les Chinois ont géolocalisé ce qu'on appelle les bateaux de guerre, les porte-avions, et puis les zones où sont localisés les F-35, et puis les systèmes de défense anti-iraniens, pardon, les systèmes de défense anti-aériens, pardon. Donc, ils ont décidé de faire ce qu'on appelle envoyer un commando pour aller placer des explosifs à l'intérieur des sites iraniens. Et ce qui a tué Trump et Benjamin Netanyahu, mais comment les Iraniens ont intercepté cette communication qui était hautement cryptée. C'est-à-dire, il y a des communications que vous faites en termes militaires, ce sont des communications, on appelle ça des lignes sécurisées, des lignes cryptées. Alors, comment il y a eu fuite? Et c'est ça qui a mis les officiels militaires et américains et israéliens dans une sorte de panique totale. Parce que l'Iran a anticipé leur action et l'Iran a fermé l'entrée de tous les tunnels qu'il avait par rapport à ces sites. Non seulement fermé, mais en même temps placé des explosifs à chaque entrée. Vous ne pouvez plus avoir accès au tunnel. Donc finalement, une opération commandée, ciblée n'est plus possible. Une frappe aérienne n'est plus possible. Puisque Trump voulait frapper les sites aériens. Et Trump s'est rendu compte que tous les sites, désormais, le site est rouge. Qui va frapper? Où il va frapper? Qu'est-ce qu'il va frapper? Pourquoi il va frapper? Et même plus, ces bateaux, ces porte-avions sont exposés aux missiles iraniens. Et l'Iran est clair. Nous allons frapper sur tous les territoires où vont décoller un aéronef américain pour nous attaquer. Nous allons frapper tous les territoires où un missile sera lancé pour nous attaquer. Les gens n'ont pas compris que nous ne sommes plus dans la rhétorique de la peur des années 70, 80, 90. Le monde a changé de visage il y a longtemps. Et ceux qui se croyaient, enfin, ceux qui étaient puissants hier croient qu'ils le sont aujourd'hui. Donc, l'Iran n'est plus l'Iran d'hier. Et l'Iran est super, et l'Iran a développé ses propres missiles balistiques intercontinentaux et hypersoniques. Pour le moment, il n'y a pas encore un système de défense capable d'intercepter un missile hypersonique. Pour le moment, ça n'existe pas. Et les J-20 des Chinois, ils peuvent rentrer dans l'espace aérien israélien, frapper et ressortir sans que les systèmes de défense n'aperçoivent quoi que ce soit. Parce qu'ils sont plus rapides, plus efficaces. Le temps de te rendre compte, ils ont déjà fait leur opération. Exactement avec les Su-57 russes. Ce que la Russie et la Chine ont donné à l'Iran.
Mais ce sont des technologies que les Iraniens ne maîtrisent pas. Alors, question, qui va piloter ces avions? Qui va travailler sur ce radar si ce ne sont pas des Chinois et des Russes qui sont déjà directement impliqués parce que chacun protège ses intérêts? Donc ça mène les Américains, mais quand vous allez écouter les médias français, les médias européens, vous avez l'impression que c'est fini, c'est terminé, c'est gagné, mais ce qui est absolument faux, c'est pas vrai. Et ce qui fait que nous, il y a des systèmes de défense que nous avons reçus au sein de l'AES. Il fut un certain temps, cela aurait été extrêmement difficile. Difficile. Parce que certains pays s'opposeraient. Mais pourquoi aujourd'hui, on nous vend les S-300, les S-400 russes? La Chine est prête à nous vendre les J-10 comme les J-20. Si on est intéressé. Pourquoi? Pour équilibrer la balance sur les puissances. Alors, quand les gens parlent en Côte d'Ivoire, ou les petits analphabètes, ceux qui vont laver les assiettes dans les restaurants à Paris, ceux qui vivent à Château-Rouge, on les voit arrêtés en train de vendre les caleçons, les bayas et autres, c'est eux qui deviennent des panélistes et puis nous parlent. Ils oublient qu'on sait comment ils vivent. Ils sont même pas capables de sortir, ils ont peur d'être rapatriés parce qu'ils n'ont aucun document, c'est eux qui parlent. Ils peuvent continuer à parler. Mais je crois que leurs frères même qui portent les tenues en Côte d'Ivoire, dans leur cas, ils disent racontez vos vies de merde là-bas. Là. Nous, on sait la réalité sur le terrain. On va se faire taillarder pendant que vous êtes là-bas. Mais vous, pas là, pourquoi vous ne venez pas? Et tous ceux, les petites prostituées de Ténébrement, à qui il envoie des miettes pour parler là. Les militaires ivoiriens connaissent la vérité. Parce que si ça pète là, c'est eux qui vont prendre les premières balles. Les idiots, ils sont où? Ils sont là-bas. Moi, je suis ici. Moi, je parle pas des États-Unis. Hein. Je ne suis pas en Arabie Saoudite. Je ne suis pas en Chine. Je ne suis pas en Russie. Je suis au Mali. Donc, tout ce que je dis là, si ça pète demain, je suis au front. Mais eux, ils sont où? Ils sont même pas là. Et c'est eux qui vont dire aux enfants des autres de venir attaquer l'AES. Pendant que eux, ils sont où? Cachés quelque part là-bas. Parce que vous pensez que les parents des militaires sont assez bêtes pour accepter, même si leurs frères leurs enfants ont signé dans l'armée. Mais attention, c'est pour défendre le pays si le pays est attaqué. Mais des idiots vont s'asseoir là-bas. Parce que Ténébrema va leur dire de parler et les Nyamorodé vont parler sans savoir de quoi ils parlent. Parce que Ténébrema, je le pète, c'est un petit bâtard, un raté et une vermine. Il mérite même pas de vivre une minute de plus sur la terre des hommes. Vous ne savez pas qui est Ténébrema. Vous ne savez pas, hein. Vous ne savez même pas. Je sais qui il est parce que Dieu m'a permis de voir qui est Ténébrema. Je ne l'ai jamais rencontré dans ma vie. Mais Dieu m'a permis de voir qui il est. Comment il est mauvais. Comment son cœur est noir. Tout ce qu'il planifie. C'était comme si j'étais assis au milieu d'eux. Et puis il parlait. Je le regardais, je l'écoutais. Je sais de quoi je parle quand je parle de Ténébrema. Donc, excitez-vous. Après, allez nettoyer les assiettes dans les restaurants. Excitez-vous. Après, allez faire, la cueillette de tomates dans les champs. Excitez-vous. Après, allez couper les pommes de terre dans les champs. Excitez-vous. Après, allez vous arrêter dans les rues pour vendre les caleçons, les bayas, les slips, les soutiens-gorge, hein, les maïs, les pop-corn dans les rues de Paris, Château-Rouge. Excitez, racontez vos vies, et puis après, allez prendre votre taxi, et puis allez faire votre petit travail. Mais seuls les idiots vont vous écouter en Côte d'Ivoire et prétendent croire que nous sommes les camarades de ceux qui veulent nous déstabiliser. C'est parce qu'on savait qu'il y avait un président incrédule avec un fils maléfique qui un jour ou l'autre, voulant servir les intérêts de la métropole, allait s'attaquer à nous, c'est-à-dire Ouattara et son fils adultéré. C'est pourquoi nos présidents, ils n'ont pas seulement acheté des armes pour combattre le terrorisme, on a acheté 2 types d'armes,
une arme pour le terrorisme, une arme contre d'autres puissances qui vont nous attaquer. Continuez, allez laver les assiettes dans les restaurants. Et puis allez vous asseoir, maquillez-vous, faire croire que vous vivez à l'aise. J'ai fait les États-Unis comme vous. Dieu merci, je n'ai jamais lavé assiette. Dieu merci, je n'ai jamais été chauffeur de taxi et autres. Vous savez ce que vous faites à Paris quand vous faites vos panels. Après, c'est pour être sécurité, c'est pas ça? Si vous n'êtes pas sécurité, vous lavez assiette, ou bien vous vendez dans les rues des Châteaux Rouges, ou bien vous conduisez. Et taxi encore, c'est quand vous avez la chance d'avoir papier permis, alors que pour avoir le permis français, on sait comment c'est difficile. Après, c'est vous qui parlez. C'est vous qui croyez que vos militaires sont à la hauteur. Alhamdoulilah. Militaires de Côte d'Ivoire, ceux qui parlent, allez-y savoir comment ils vivent d'abord, dans quelles conditions ils vivent. Quand ils reçoivent les miettes de ténébrés matin, ils sont payés combien par mois par l'État de Côte d'Ivoire? Et c'est eux là qui vont parler. Ténébrés, tu es tellement minable et pathétique, tu fais pitié. Alors, l'Iran ne sera pas à la merci des États-Unis. L'Iran ne sera pas à la merci de Donald Trump. L'Iran ne sera pas à la merci de Benjamin Netanyahu. L'Iran ne sera pas à la merci de l'État d'Israël. Ils veulent attaquer, qu'ils attaquent. Les conséquences, ils vont assumer. Et souvent, j'entends un peu nos jeunes frères dire que l'Amérique, bon, souvent quand vous les entendez parler de l'Amérique, vous posez la question, mais est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? Est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent quand ils parlent de l'Amérique? Est-ce qu'ils savent réellement de quoi ils parlent? L'Amérique n'est plus cette puissance que vous croyez qu'elle est. L'Amérique est en faillite. Pour le moment, il y a ce qu'on appelle le shutdown, c'est-à-dire le gouvernement est fermé. Il y a le minimum seulement. Trump ne peut plus faire ce qu'il veut. Ils ont fermé parce que ils disent les bêtises de Trump, il faut que ça s'arrête avec la police de l'immigration. Soit le Congrès a un contrôle sur la police d'immigration, soit le shutdown va continuer aussi longtemps que possible. Le shutdown, c'est de refuser d'accorder le budget que le président demande. C'est pourquoi quand les gens parlent des États-Unis, je dis, mais est-ce que vous savez même comment ça fonctionne? Le président le plus puissant du monde, blablabla, mais sans le Congrès, il n'est rien. Aujourd'hui, Donald Trump n'a pas de budget. On a seulement donné le salaire. Ils ont juste accordé que les gens, leur salaire soit payé. Mais l'argent qu'ils demandent pour faire autre chose, ils ont tout bloqué, on dit on donne pas. C'est le Congrès qui donne l'argent au président pour agir. Si le Congrès dit niet, c'est niet. Et pour le moment, il y a le shutdown. Ils refusent de donner l'argent à Donald Trump tant que la police de l'immigration n'est pas retirée de la rue et se conformer à la loi américaine. Et c'est ce Trump-là qui nous appelle dans l'AES pour nous dire de faire élection. L'idiot veut se donner des titres. Oh, vous l'entendez parler de saleté pareil. Oh, j'ai fait arrêter la guerre au Congo. Hein? Le M23 est toujours militarisé, non? Tu as changé quoi là-bas? Il se dit, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et puis quand vous regardez, ça dit, il ment, et puis on pense que c'est vrai, mais c'est absolument faux. Et ce qui me fait mal souvent, on parle de Trump si comme il était le petit Dieu sur terre. Hey, je n'ai pas dit que l'Amérique n'est pas une puissance militaire ou économique, mais elle n'est plus la première dans le monde. C'est fini et c'est terminé. Donc, attendez, réfléchissons ensemble. Pour être le premier de la classe, vous avez 15 de moyenne. Et personne. Et désormais, vous avez 14 de moyenne et il y a d'autres qui ont 14 comme vous. Il y en a même qui font 14,01, 14,20. Il y en a même qui font 14,50. Il y en a qui... Est-ce que vous êtes toujours le premier? Quand vous regardez la puissance économique de la Chine, est-ce que l'Amérique arrive à la cheville de la Chine? Quand vous regardez la Russie, malgré ces multitudes infinies de sanctions, l'économique et la performance de l'économie russe vous laissent sans bouche. Quand vous regardez les pays de l'AES, malgré qu'on tente de nous isoler,
Malgré qu'on est enclavé, nous avons l'économie la plus performante de toute l'Afrique de l'Ouest, y compris le Nigeria. Réfléchissons. Comment on en est arrivé là? Comment les pays de l'AES sont arrivés là? Attention, ce n'est pas, je ne parle pas seulement du Burkina, du Niger, du Mali. Les trois pays aujourd'hui donnent le pion à tous les États de l'UMOA, y compris la CEDEAO, puisque nous ne sommes plus membres de la CEDEAO. Mais je dis ça comme ça. Aucun pays de la CEDEAO aujourd'hui ne nous arrive à la cheville en termes de performance économique. Aucun pays de l'UMOA ne nous arrive à la cheville. Les 7 pays de l'UMOA, nous sommes les 3 premiers. Burkina, Mali, Niger. Aucun ne nous arrive. Moi, je m'en fous, ne me croyez pas. Allez-y, regardez les documents. Allez-y, regardez les chiffres. La Côte d'Ivoire, et puis on nous dit, la Côte d'Ivoire, première puissance, c'est de l'UMOA. Mais il y a beaucoup de qui t'a dit ça. Ça, c'était avant. Pourquoi la Banque mondiale vient frapper à notre porte? Pourquoi le FMI vient frapper à notre porte? Pourquoi Donald Trump vient frapper à notre porte? Il faut être malhonnête pour ne pas voir les signes là. Si nous n'étions pas performants, si nous n'étions pas bons, si nous n'avions pas des réformes, si notre économie était moribonde, jamais cela ne serait venu chez nous. Mais alors, je voudrais dire à nos présidents, je l'ai dit une fois, je le répète aujourd'hui, nos présidents savent très bien qui est le FMI, qui est la Banque mondiale, qui est Donald Trump. On n'a pas eu besoin d'eux pour être là où on est et on n'a pas besoin d'eux aujourd'hui. Le FMI, c'est un piège. Parce qu'il voit les opportunités, il veut nous faire des prêts pour nous prendre à la gorge. Il faut refuser. On n'a pas besoin de l'argent du FMI. Notre ressource naturelle, notre sous-sol, nos minéraux nous suffisent. Et le Mali a créé une nouvelle entreprise, en plus de celle qui avait été créée. Donc désormais au Mali, le gouvernement malien est actionnaire à 100% d'une entreprise qu'elle a créée elle-même pour les minéraux, or, diamants et autres. Donc, c'est nous, vous venez et puis on vous fait entrer dans le capital. Mais j'ai écouté quelque chose que mon jeune frère Suleiman Gbagbo connaît, il m'a fait, je suis tombé sur une de ces choses qui m'a laissé bouche bée. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, lors de la Côte d'Ivoire, l'État ivoirien ne perçoit que 10%. Je répète, l'État de Côte d'Ivoire ne perçoit que 10% sur l'or qui est extrait de la Côte d'Ivoire. 10%. C'est pas vrai. J'ai dit, mais 10%. Mais ni au Burkina, ni au Niger, ni au Mali, ça c'est une vieille histoire des années 60. Chez nous, ce n'est plus ça. Le Mali a créé une entreprise où le Mali même est 100% détenteur des capitaux. Le Burkina est 100% détenteur des capitaux. Idem pour le Niger. Mais la Côte d'Ivoire, encore 10%. Vous croyez que si c'était 10%, l'Arabie Saoudite allait être ce que l'Arabie Saoudite est aujourd'hui? Si c'était 10%, les Émirats Arabes Unis, Dubaï que vous connaissez là, ça allait être ce que Dubaï est aujourd'hui. Si c'était 10%, vous croyez que le Qatar, le Koweït, le Bahreïn allait être ce qu'ils sont aujourd'hui? Non. Non. Et lui, il s'est dit économiste, votre président. Et c'est son fils bâtard adultéré là qui veut s'attaquer à nous. Ils ont refusé de vendre le cacao des Ivoiriens, mais les gens n'ont pas compris en Côte d'Ivoire. Les gens pensaient que c'était, donne-moi une seconde là, les gens pensaient que cette situation, c'est une situation qui arrange les producteurs de café et de cacao. C'est faux. Absolument faux. Quand Alassane Ouattara refuse de vendre le cacao, il veut faire de la spéculation. Parce que quand c'est comme ça, il faut que au moins Ouattara, le Ghana et le Brésil s'entendent au minimum. Là, c'est une bonne chose. Mais quand le Ghana vend, le Brésil vend,
D'autres pays exportateurs de pétrole, ils vendent. Et je dis pétrole, cacao, café, ils vendent. Et puis la Côte d'Ivoire ne vend pas. Ça change quoi? Ça change rien. Maintenant, on nous dit que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui décide d'acheter l'argent des producteurs. Il décide d'acheter, pardon, le cacao des producteurs. Et là encore, c'est même pas au prix que le gouvernement a demandé. Je crois qu'on dit que le gouvernement a dit 2000 et les gens sont obligés de vendre. Et là même encore, c'est à crédit. Mais attendez, je vais vous révéler ce qui n'a pas été dit. Je vais vous révéler ça. Quand le gouvernement achète à crédit, c'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui a la liquidité qui achète puisque les caisses de l'État ne sont pas aussi bons qu'on veut vous le faire croire. C'est le fils de Dominique Folero qui est déjà coursier, négociateur, qui a sa compagnie, qui fait le négoce du café et du cacao. C'est lui qui va acheter avec l'État de Côte d'Ivoire. L'État s'engage croyant que c'est l'État ivoirien qui achète, mais ce n'est pas l'État ivoirien qui achète. C'est lui avec ses partenaires, puisqu'il est actionnaire majoritaire, c'est eux qui vont acheter ce café cacao. Mais ce n'est même pas cash. Eux vont acheter à l'État de Côte d'Ivoire à un certain montant. Et l'État de Côte d'Ivoire va retirer sa part et le reste reverser au planteur. Voilà un peu comment ça s'est passé. Et c'est lui, le fils de Folero, qui reste, Dominique là, qui reste toujours le maître du café et du cacao. Alors, moi, j'aurais souhaité voir ici Billon, qui fait aussi le café et le cacao. Bédier n'est plus là, mais autant de Bédier, toute la production dans la zone de Daoukro et autres, Bédier, c'est ce qu'il faisait. Hein. Il achetait avec les coopératives agricoles là, et puis il met sur pour lui, et puis il lui va, parce que Bédier ne vend pas à l'État de Côte d'Ivoire, Bédier allait vendre lui-même, puisqu'il a mis une organisation en place. Et moi, j'attendais voir Jean-Luc Billon ici, acheter le café cacao des producteurs. Billon peut le faire, puis c'est son travail. Pourquoi Billon ne le fait pas? Alors, c'est là, Ivoirien, que vous devez, alors, vous savez, la Côte d'Ivoire, quand Emma, elle s'est installée à Dubaï, ça a créé un vide pour l'État de Côte d'Ivoire. Si Emma était en place, la situation qu'on a avec la Côte d'Ivoire, là, elle allait sortir des conneries sur créer le buzz. Donc, il faut créer le buzz avec l'AES. Il faut détourner l'attention des Ivoiriens. Il faut détourner le regard des Ivoiriens sur l'affaire café cacao. Et puis, donner le temps au gouvernement de souffler un peu. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ou bien vous n'avez pas compris ça. Mais il veut se donner du temps. Ils n'ont pas l'argent. C'est l'enfant de sa femme, là. C'est son enfant. C'est-à-dire que, Côte d'Ivoire, la Belgique, tu es parlé, c'est pas la peine. C'est bon. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Alors, on revient ici et puis on va frapper, on s'en va. L'Union africaine change de ton vis-à-vis des pays de la Confédération de l'AES. Une nouvelle approche fondée sur le dialogue direct et l'inclusion a été annoncée à Ouagadougou par le nouveau chef de la mission de l'Union africaine pour le Sahel, Mamadou Tankara. Cette visite est une visite de courtoisie. L'Union africaine change de ton vis-à-vis des pays de la Confédération de l'AES. Une nouvelle approche fondée sur le dialogue direct et l'inclusion a été annoncée à Ouagadougou par le nouveau chef de la mission de l'Union africaine pour le Sahel, Mamadou Tankara. Cette visite est une visite de courtoisie et de prise de contact avec mon frère et ami, le ministre des Affaires étrangères du Burkina. Écoutez bien, hein? Pour voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble et créer un nouveau cadre de coopération. Reçu ce 9 février par le ministre burkinabé des Affaires étrangères, l'émissaire de l'Union africaine présente une approche qui entend associer pleinement les États de l'AES au mécanisme de décision concernant. Vous savez que tant que les régimes militaires sont au pouvoir, selon les directives qu'ils ont données eux-mêmes, tant que vous n'organisez pas élection, vous n'êtes pas admis au sein de l'Union africaine. C'est tout récemment, on a vu que la Guinée, Conakry, du général Doumbia Mamadi, a été réintégrée au sein de l'Union africaine. Alors, mais pourquoi maintenant, ils nous disent ça? Pourquoi maintenant l'Union africaine veut travailler avec nous? Non, chacun doit réfléchir, je vous en prie, que chacun, pourquoi maintenant il veut travailler avec nous?
Pourquoi c'est maintenant que l'Union africaine veut travailler avec nous? Pourquoi? Alors, quand vous attaquez les pays de l'AES, c'est bien. Vous avez besoin de visibilité, vous voulez qu'on vous voit, vous voulez qu'on remarque que vous êtes... Mais, quand vous nous attaquez, il faut qu'il y ait de la consistance, il faut qu'il y ait de la maturité dans ce que vous dites. Et ce qui est malheureux en Côte d'Ivoire, et c'est ça qui va, c'est ce qui permet au régime criminel de prospérer, vous n'avez pas cette intelligence juvénile qui prend conscience des menaces, des dangers et des opportunités. On se livre à des débats futiles, inutiles, ridicules. Ce sont des problèmes de personnes, des problèmes de personnes. Et quand vous allez, si par malheur, je suis tombé sur les panneaux, vous savez, c'est des conneries, moi je ne regarde jamais. C'est le jeune conscient, là, je crois, qui a fait une publication. Il a mis un titre qui m'a un peu intéressé. Et puis je suis allé regarder. Je voyais c'était de la bouillabaisse, n'importe quoi. J'ai dit, mais attends. Un pays qu'on prétend qui va vers l'émergence, parce que personne n'est capable aujourd'hui de répondre à cette question. L'émergence d'Alassane Ouattara, il avait dit 2020 ou 2025. Nous sommes en 2026. On ne parle plus d'émergence. Et aucun Ivoirien n'est capable d'interpréter. Attendez, mais attends, tu nous as parlé d'émergence. On est à quel niveau? 1 milliard par jour pour les jeunes. On est à quel niveau? Et c'est eux là. Vous finissez de faire vos panels, après vous allez laver les assiettes à Paris. Vous allez vous arrêter dans les rues de Château-Rouge là pour vendre maïs, pour brûler maïs dans les rues, vendre les pop-corn, les bayas, les caleçons, les femmes là, on vous voit. Ah, je mens pas, oh. Après mon direct là, tapez Château-Rouge. Vous allez voir ce qu'ils font là-bas. Ceux qui parlent là, vous allez voir leur visage dedans. Alors, donc, ne me croyez pas, tapez Château-Rouge et puis rentrez. Alors, pourquoi l'Union africaine vient frapper à nos portes? Pourquoi le FMI vient frapper à nos portes? Pourquoi la Banque mondiale vient frapper à nos portes? Pourquoi les États-Unis viennent frapper à nos portes? Mais quand vous écoutez les idiots sur les plateaux de télé en Côte d'Ivoire, on a échoué. Mais comment nous avons échoué et l'Afrique et l'Union africaine viennent chez nous? On a échoué. Pourquoi l'Union africaine vient chez nous? Pourquoi le FMI vient chez nous? Pourquoi la Banque mondiale vient chez nous? Pourquoi les Américains viennent chez nous? Si on a réellement échoué, c'est là que chacun doit réfléchir. Ça, c'est le premier élément. On continue. L'avenir du Sahel. C'est pas une situation facile, mais je pense qu'avec l'excellent travail qu'ils sont en train de faire, les gens sont en train d'avoir leur lanterne éclairée et de comprendre la gravité de la situation et la nécessité de travailler ensemble pour qu'on puisse ensemble faire face aux crises, pour qu'on puisse les juguler ensemble et puis savoir qu'on a un devoir de solidarité. Une orientation saluée par les autorités burkinabées qui dénoncent depuis plusieurs mois la marginalisation et la stigmatisation de la Confédération sur la scène africaine et internationale. Avec ce changement de paradigme, l'Union africaine semble vouloir rétablir un cadre de coopération. Alors ça, c'est l'Union africaine. Pourquoi au Burkina? Parce que c'est le capitaine Ibrahim qui est le président de la Confédération des États du Sahel, c'est-à-dire l'AES. Donc, à ce titre, les responsables, c'est le ministre des Affaires étrangères qui préside la réunion des ministres des Affaires étrangères. Voilà, c'était la même chose pendant 1 an au Mali. Ce sera la même chose pendant la prochaine année qui arrive avec le Burkina Faso. Et nous, on impose le respect. On ne provoque personne. On ne cherche pas à personne. Mais tu viens nous provoquer, il faut t'apprêter pour assumer les conséquences. Ça, ce n'est pas des paroles dans l'air. On n'ira jamais provoquer quelqu'un. Mais tu viens nous provoquer, il faut t'apprêter à assumer toutes les conséquences de ton acte. Alors, après l'Union africaine, puisqu'on a dit que les pays de l'AES, on a échoué dans notre mission. On va écouter ça aussi. À la Jérusalem,
a redonné vie à cette unité. Écoutez ça. Je vous laisse écouter ça aussi. Nous sommes engagés résolument à redonner vie à cette unité, mais à toutes les unités en souffrance, parce que l'industrialisation du Burkina Faso, nous le voulons et nous allons le faire. L'industrialisation du Burkina Faso, constituement du gouvernement burkinabé, sous l'impulsion du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. La transformation industrielle des produits locaux, un choix stratégique assumé. Il n'y a pas d'autre alchimie ou d'autres possibilités en dehors de l'industrialisation qui puissent permettre que nos matières premières, qui sont les fruits de nos productions, puissent se transformer, avoir plus de valeur et être accessibles. Et que ces matières premières ne s'exportent plus à l'état brut, mais que ce soit des produits industriels finis qui puissent nous permettre d'engager assez de richesses, créer assez d'emplois pour toute cette jeunesse qui n'attend que cela. En 2025, 17 unités industrielles ont vu le jour, générant plus de 600 emplois permanents pour un investissement d'environ 66 milliards de francs CFA. En plus de nouvelles unités industrielles, certaines sociétés en difficulté ont été relancées. En 2024, nous avons été en arrêt d'activité. C'est suite à plusieurs éléments et les partenaires qui étaient là, ça fait 15 ans, donc ils ont décidé de quitter. Et quand ils ont pris cette décision, nous avons dit qu'on ne peut pas laisser à la transfermer. C'est une usine qui est pourvoyeuse de 2000 emplois. La majorité de ces emplois-là sont détenus par des femmes. Nous avons même des PDI parmi nous. Nous avons des veuves de soldats tombés au combat. Donc, nous sommes remontés au niveau de nos plus hautes autorités. Nous leur avons exposé le problème et... Il est bon que quand, de temps en temps, qu'on rappelle à ces idiots ce que c'est que l'AES. Pendant qu'on se bat au front, je répète, pendant qu'on se bat au front, nos unités industrielles, l'industrialisation de nos États est une priorité pour nous. Je vais m'arrêter un tout petit peu avant de continuer. Le port dont il est question, le port de Bamako, le port du Mali en un mot, pas Bamako, en un mot, le port du Mali. De quoi il s'agit? Il s'agit d'utiliser déjà, au lieu d'ouvrir un canal, un nouveau canal, on a déjà le fleuve Sénégal qui est là. Il faut approfondir le fleuve Sénégal, il faut retirer le sable jusqu'à une certaine profondeur pour que les petits et moyens bateaux puissent circuler librement. C'est-à-dire, ils quittent la mer automatiquement, ils se balancent sur le fleuve et puis entrent au Mali. Qu'est-ce que cela représente? Cela représente une manne financière importante. 1. Les prix de nos produits vont chuter. 2. Les ports de Dakar, d'Abidjan, d'Accra, de Cotonou, de Lomé, de Conakry vont souffrir. Parce que c'est avec les investissements qui ont été faits dans ce port, c'est par rapport à des pays enclavés comme nous. Et nous ne serons plus à la merci ni du Maroc, parce que là aussi, je vais ouvrir une parenthèse. On a vu que le président tchadien, le fils de l'ancien président Dibi, est allé renouer ses relations avec la France. Et beaucoup d'analystes nous ont dit de faire beaucoup attention. Déjà, il y a eu des premières attaques, je crois, à la frontière du Niger et du Tchad. Je ne sais pas si c'est sur le sol nigérien. On dit qu'il y a un site pétrolier qui a été attaqué. Je n'ai pas vu exactement quel est le site. Nous savons, c'est pourquoi nous ne sommes pas dans la précipitation. Et vous allez écouter n'importe quoi souvent sur ce qu'on appelle, je ne sais pas comment vous appelez ça, les adhésions au niveau de l'AES. On nous a fait croire que le Tchad voulait intégrer l'AES, mais nos présidents savent très bien ce qu'il faut. La question, c'est de savoir, est-ce qu'à cette époque, on aurait dû ouvrir nos portes pour dire au Tchad de venir? Nous sommes un peuple résilient au sein de l'AES.
nous avons décidé de mener le combat de la souveraineté. Mais quand vous êtes un peuple matérialiste, vous aimez le matériel, vous aimez la vie facile, vous ne pouvez pas tenir comme nous tenons dans le Sahel. Et le président tchadien, si vous n'êtes pas un stratège comme nous, vous ne pouvez pas tenir. Et malheureusement, il allait se jeter entre les bras d'Emmanuel Macron. Son alliance avec Macron, évidemment, nous interpelle et nous renforce dans notre position de sécuriser avec détermination nos frontières avec le Tchad. Parce que le Tchad, avec le père Dibi, on pouvait espérer. Mais avec le fils là, qui arrive au pouvoir, qui veut s'éterniser au pouvoir, qui veut durer au pouvoir, qui n'a pas l'intention de quitter le pouvoir, il faut qu'il renoue les relations avec la France pour éviter qu'on lui ferme les portes. Mais nous resterons vigilants. À nos frontières, nous resterons vigilants. Et nous demandons à nos autorités de ne jamais baisser les bras, même quand c'est le Togo, de rester très vigilants. Togo, Tchad, c'est des pays que je n'ai jamais accepté dans ma tête qu'ils puissent faire partie de l'AES, parce qu'il y a des éléments qui ne trompent pas. Il y a des actions qui ne mentent pas. Et quand je regarde ça, je ne crois pas que ceux-là puissent se joindre à nous. Et avec le port dont on vient de parler et dont le lancement des travaux sera fait, je crois, en avril 2026, nous prions que nos autorités commencent à redoubler d'efforts. Parce que la construction de ce port va mettre en péril tous les investissements qui ont été faits à Abidjan par Boeing, au port d'Abidjan. Tous les investissements qui ont été faits au Sénégal par Boeing. Tous les investissements qui ont été faits à Cotonou et à Lomé par Boeing, à Conakry, tout va dans l'eau. Parce qu'il a investi en misant sur les pays de l'AES. Et nous, en disant non, nous allons ralentir ces ports. Pas ralentir, nous abandonnons ces ports par rapport à notre propre port. Et nos ports, à la différence de ces ports que j'ai cités, ce n'est pas Boeing qui va investir, ce n'est pas Bolloré qui va investir, c'est notre propre argent qu'on va investir dans nos ports. Donc ça veut dire que nous, on aura la souveraineté totale sur notre port. Ça peut être un investissement tripartite, Mali, Niger, Burkina, ou ça peut être un investissement unique du Mali. Mais le fait d'avoir pris le contrôle de nos exportations aurifères, c'est un très beau signal. Nous, on extrait l'or et on transforme l'or. L'or ne sort plus en brut dans aucun des 3 pays de l'AES. Tout ce qui sort comme or est transformé sur place. Avec la découverte du diamant, le Mali a le diamant, mais je ne crois pas qu'on ait commencé encore une production industrielle. Le Burkina, c'est la même chose. Je crois que des unités seront installées, comme l'a fait, je crois, la Namibie ou quel pays là. Il y a un pays où on exploite, vraiment où on travaille l'or, et le prix de l'or est décidé là-bas, pas dans les grandes capitales occidentales. C'est des choses qu'on peut faire chez nous. Ce qui nous appartient, on met les unités de transformation sur place et on contrôle notre production. Aujourd'hui, les semi-conducteurs, quand les Européens idiots ont cru qu'ils allaient sanctionner la Russie, mais aujourd'hui, les semi-conducteurs, la Russie les produit, les transforme sur place. Toute la chaîne de production est faite sur place en Russie. Rien ne vient d'ailleurs. La Chine, c'est la même chose. C'est quand vous êtes face aux difficultés que vous vous réinventez. Et quand vous vous réinventez, vous n'avez plus besoin de quelqu'un. Nous, on a besoin d'avoir nos propres unités de production, de transformation de tout ce qu'on a comme minerai dans notre sous-sol. Même le pétrole ne doit plus sortir de façon vrac. On le transforme en hydrocarbures et puis on le vend. Le gaz, on le transforme soit en gaz liquéfié, soit en gaz naturel, on le vend. Ça demande des investissements, ça c'est sûr. Mais je crois qu'il y a des pays qui seront prêts à nous accompagner. Il y a des banques qui seront prêtes à nous accompagner. Mais pas les banques que nous connaissons, Banque mondiale, FMI, jamais. Parce que ceux-là, ils disent qu'ils vont plus financer
l'exportation ou l'extraction du pétrole, qui contribue, selon eux, à la pollution de la nature. Au moment où nous, on doit devenir riches avec notre pétrole, ils disent, je ne peux plus financer ça. Est-ce que nous, on a besoin d'eux? On n'a plus besoin d'eux. On peut prendre des prêts avec la Banque de la Fédération de Russie. On peut prendre prêt avec la Banque populaire de la Chine. On peut prendre prêt avec d'autres banques. La Banque des BRICS, on peut prendre un prêt là-bas avec un taux d'intérêt très bas pour financer notre développement. On n'a pas besoin d'aller là-bas. Ça, c'est le port du Mali parce que ce port-là va engendrer beaucoup de jalousie. Ce n'est pas de la parole dans l'air. Et je ne parle pas dans le vide. Ce port va créer beaucoup de... Parce que les gens pensaient, c'est la seule arme qu'ils avaient. Et si nous devenons, est-ce que c'est notre faute à nous? Si aujourd'hui nous avons notre port, est-ce que c'est notre faute? Non. Ils nous ont poussés à cette éventualité. C'est pourquoi la dernière fois, je vous disais que nous avons notre monnaie. On n'est pas pressé. Ils veulent nous asphyxier, ils veulent nous imposer, on sort notre monnaie et puis on quitte le franc CFA. Mais je ne dis pas que c'est demain, je ne dis pas que c'est après-demain. C'est nos présidents qui vont tirer toutes les conséquences. Mais je crois qu'on n'a pas eu de monnaie et puis les gens vont nous imposer un agenda. C'est faux, c'est parce qu'ils savent qu'on a déjà notre monnaie, que cette affaire d'éco est en train de traîner. S'ils avaient la certitude que nous n'avons pas de monnaie prête à l'emploi, il y a longtemps qu'on nous aurait imposé l'éco à la manière française. Pourquoi l'éco n'est pas implémenté? Si vous croyez que c'est par rapport à autre chose et que ça n'a rien à voir avec l'AES, comme je dis souvent dans mes interventions, à cause de Dieu, ce n'est pas votre place. Allez-y ailleurs. Si vous pensez que jusqu'à présent, ils ne sont pas en mesure d'implémenter l'éco, que nous ne sommes pas responsables, vous vous trompez. J'ai toujours dit, le jour que nous on quitte le franc CFA, il y aura dévaluation. Ce ne sera pas 50%, ce ne sera pas 100%, ce sera une dévaluation de plus de 200-300%. Parce que quand vous regardez aujourd'hui notre potentialité, notre PIB aujourd'hui, comme c'est eux qui parlent, quand vous regardez ce que nous valons aujourd'hui, ce que nous valons autant pour moi aujourd'hui, nos 3 États, nous sommes de loin la meilleure économie de l'UMOA. La Côte d'Ivoire, quand vous regardez l'endettement de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il faut être fou pour dire que la Côte d'Ivoire est une économie prometteuse avec cet endettement exponentiel? Est-ce que les gens sont fous quand les économistes regardent l'endettement de la Côte d'Ivoire, ils se taisent? Ils savent que les Ivoiriens ne pourront pas tenir. Mais quand on regarde chez nous, regarde la dette, zéro. Nous, on prend ce qu'on peut payer. On prend demain matin, on paye. On n'est pas la même chose avec la Côte d'Ivoire. Plus de 35 ou 40 000 milliards de dettes. Vous allez avec ça où? Et c'est vous qui voulez être premier à la tête de l'UMOA avec 40 000 milliards de dettes pendant qu'il y a des économies qui sont des économies performantes avec un taux d'endettement pratiquement zéro. Comment vous allez nous dépasser? Il faut m'expliquer ça. Comment la Côte d'Ivoire peut être devant le Burkina avec 40 000 milliards de dettes? Comment la Côte d'Ivoire va dépasser le Mali, le Niger avec 40 000 milliards de dettes? On ne vous dit pas la vérité. Moi, je vous dis cette vérité de façon crue. La Côte d'Ivoire est derrière les 3 pays de l'AES. Et si nous, on quitte aujourd'hui le franc CFA, c'est fini. C'est 500% de dévaluation. Même pas 100%. Je dis, mais 500% de dévaluation. Vous allez chier sur le franc CFA. Le franc guinéen sera mieux que le franc CFA. Le dollar libérien sera mieux que le franc CFA. Donc, nous constituons une force. Ils le savent très bien. C'est pourquoi ces tentatives multiples, ils sont toujours dedans. Parce qu'on a découvert une chose qu'ils ont voulu nous cacher. Ça fait partie de cette chose-là. Écoutez ça. Les organisateurs ont regardé le sol du Burkina et ont déclaré que les fraises y étaient impossibles. Ils ont affirmé que le Sahel était trop rude, trop aride, trop désespéré pour une véritable agriculture. Ils avaient convaincu... Les colonisateurs ont regardé le sol du Burkina et ont déclaré que les fraises y étaient impossibles. Ils ont affirmé que le Sahel était trop rude, trop aride, trop désespéré pour une véritable agriculture. Ils avaient convaincu les Burkinabés que leur propre terre était maudite, jusqu'à ce qu'un président diplômé en géologie arrive et démonte leur bluff.
Ibrahim Traoré n'a pas perdu de temps avec des convois de luxe ou des voitures de sport importées pour ses maîtresses, contrairement à d'autres dirigeants africains. Il a débarqué avec des tracteurs et des machines agricoles pendant que tout le monde achetait des G-Wagons. 3 ans plus tard, le Burkina Faso est passé d'une production de fraises nulle au rang de premier producteur en Afrique de l'Ouest et 4e sur l'ensemble du continent. Il domine également les exportations de mangue à l'échelle mondiale désormais. Un pays sahélien, supposé être trop sec et mort pour l'agriculture, est en train de faire honte à des nations qui reçoivent pourtant 3 fois plus de pluie. Ce n'était. Voilà pourquoi l'AES, il faut nous respecter. Nos dirigeants sont des génies. Ils ont poussé les limites là où on pense qu'un président ne devrait pas pousser les limites. Le Niger aujourd'hui est autosuffisant. C'est le Mali qui traîne un peu. Parce que le président Goïta, il est comme Vladimir Poutine. Il est trop doux souvent. Vous avez vu Ibrahim, il a pris des décisions radicales. C'est ça ou c'est rien. Le général Tchani, c'était la même chose, mais Assimi Goïta, doucement, doucement, parce que c'est à ça que les Maliens sont habitués. Il n'a pas voulu prendre des décisions radicales, ce qui fait que le Niger et le Burkina nous ont largement dépassés en termes d'autosuffisance alimentaire. Ça, faut pas le blaguer. C'est la vérité. Nous exportons aujourd'hui beaucoup trop. Et notre consommation nationale de sucre, les 2 unités industrielles de transformation de la canne, ne couvrent que 30 à 35% de nos besoins, ce qui est largement peu. 30 à 35%, c'est trop petit. C'est une consommation de 350, je crois, 350 000 tonnes par an. Ça, c'est à peu près 100, on m'a dit 100 et quelques tonnes. C'est très peu. Donc, moi, mon souhait serait soit de renforcer les capacités de ces 2 entreprises, ou de créer une entreprise beaucoup plus grande, au moins que nous puissions, cette entreprise puisse au moins à elle seule 60%. Il faut qu'on atteigne les 60%. Moi, je me dis le sucre qu'on doit importer. Le Mali ne doit même plus importer le sucre. La Côte d'Ivoire, on n'importe pas le sucre. Tu rentres avec le sucre importé en Côte d'Ivoire, si on t'attrape, ça te risque et péril. Le sucre rentre pas là-bas. Et moi, je demande au président Goïta de prendre des décisions fortes. On n'importe plus le sucre, on n'importe plus le riz. Au Burkina, on va plus importer le blé, c'est terminé. Ouais, ce sont ces décisions dont nos pays ont besoin pour aller de l'avant. Parce que si on veut rester encore à amadouer certains importateurs, on va jamais s'en sortir. Parce que l'importateur ne regarde ce que ses propres intérêts. Alors que nous parlons de l'intérêt national, l'intérêt du peuple. Parce que quand lui, il importe, il fait sa loi. Avec ce qu'on appelle la spéculation et l'inflation, il impose le prix qu'il veut. En fonction, il dira, mais attention, c'est comme ça que j'ai acheté à l'extérieur, avec toutes les assurances, tout ce que je connais, je ne peux pas vendre à ce prix. Et il aura raison. Mais si nous produisons sur place, nous contrôlons le prix, nous vendons à un prix bas. Donc, tant que nos productions ne seront pas finies, celui qui va importer, il va garder son truc jusqu'à ce que chez nous, ça finisse d'abord. Et c'est sur ça que nos présidents doivent travailler. Et Ibrahim l'a dit, Ibrahim a eu le courage d'appeler les importateurs pour vous dire, je vous donne un délai d'un an, vous arrêtez, commencez à investir, parce que je veux plus que vous importez. Et moi, je souhaite que le président Goïta aille dans ce sens. Demandez aux importateurs d'arrêter et d'investir. C'est tout. S'il ne veut pas le faire, l'État investit et puis l'État récolte les bénéfices et s'arrête là. Il faut que nos États deviennent des États puissants, des États forts, pas des États faibles, avec des moyens conséquents. C'est quand vous êtes faible qu'on parle d'aide au développement. C'est quand vous êtes faible qu'on parle d'aide budgétaire. Mais quand vous avez suffisamment d'argent, on regarde vos performances, on a même peur de venir vous parler. C'est à ce niveau que nous devons aller et c'est ce niveau que nous devons atteindre. Mais c'est parce que nous voulons atteindre ce niveau qu'on veut nous déstabiliser. C'est parce que nous voulons aller à ce niveau qu'on veut s'attaquer à nous. Et on utilise des pays frères. Mais moi, je vais dire une chose. Que le peuple ivoirien se réveille. Que le peuple ivoirien arrête parce que j'ai suffisamment attention.
J'ai grandi dans ce pays, je suis allé dans ce pays, et c'est de ce pays que je suis allé aux États-Unis avant de venir m'installer dans mon pays d'origine, le Mali, et de renoncer à toute forme de nationalité, aussi bien américaine qu'ivoirienne, et me consacrer sur la nationalité malienne, parce que je suis fier d'être malien. Mais je voudrais dire à mes frères ivoiriens, prenez le courage. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas parler trop. C'est vrai. Je comprends. Mais appelez votre gouvernement à la responsabilité et à la retenue. C'est important. Parce que c'est vous qui allez souffrir si ça pète un jour. Quand ça va péter, c'est vous. Vous avez vécu la crise post-électorale de 2010. Alassane était protégé par les rebelles et les Nations Unies à l'hôtel du Golfe. Je répète, Alassane Ouattara était protégé et par les rebelles de Soroguioum et les Nations Unies ou à l'hôtel du Golfe qui était son QG. Qui était exposé? Les 3000 morts là. Est-ce que vous avez entendu qu'une seule personne a été tuée à l'hôtel du Golfe? Non. Les 3000 morts, c'était qui? C'est vous, le peuple. Arrêtez de vous laisser manipuler. Ayez le courage de dire, nous ne voulons pas la guerre avec nos voisins. Ayez le courage de dire à vos dirigeants d'avoir la retenue dans le langage. Et interpellez ceux qui ont la gueule sale qui vont sur le plateau et s'attaquer à nous. Parce que quand ça va péter, c'est vous qui allez payer le prix le plus lourd. Je jure sur tout ce qui m'est cher sur la terre des hommes, au nom de Dieu. Même dans notre pire sommeil, la Côte d'Ivoire ne pourra jamais nous battre. Même pas les 3 pays. Aucun pays de l'AES, la Côte d'Ivoire ne peut tenir en 72 heures. Aucun pays de l'AES, la Côte d'Ivoire ne peut tenir en 72 heures. Si ça nous provoquait, et puis demander par rapport à la clause de, comment on appelle ça, de coopération militaire, demander à la France d'intervenir, c'est que la Côte d'Ivoire sera rasée parce que nous avons aussi des partenaires avec qui nous avons aussi des clauses militaires. La Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie. Vous croyez que la France va réagir et nos partenaires là vont pas réagir? Arrêtez de rêver. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Cette guerre sera loin de la France. Mais c'est vous qui allez payer le prix. Et vos enfants maudits qui sont en train de laver les assiettes, balayer les rues à Paris, qui ont la grande gueule sur les panels, qui parlent, ils ne seront pas là non plus. Mais qui se disent, s'ils provoquent une guerre, c'est leurs parents qui vont payer le prix lourd. Parce qu'aucun soldat malien, du moins aucun soldat ivoirien ne pourra traverser la frontière. Dès la frontière, vous allez recevoir une décharge électrique qui va vous rappeler qui sont ceux qui sont au pouvoir dans nos pays. Vous n'allez même pas pouvoir traverser notre frontière. Depuis les airs, on vous abat. Sur le sol, on vous abat. Vous allez passer où? Vous croyez qu'on n'a pas déjà fini de planifier comment protéger nos États? C'est pas des choses que nous souhaitons, que nous ne voulons jamais. Mais parlez à vos dirigeants, là, ils n'ont qu'à avoir la gueule fermée souvent. Qu'ils se taisent un peu, c'est important. C'est important de se taire souvent. Nous, on parle, c'est normal, mais nous ne parlons pas pour qu'il y ait une guerre. Nous parlons pour que ceux qui nous attaquent, ceux qui nous menacent, qu'ils comprennent qu'on peut répondre. Mais lorsqu'il s'agira de chacun à son travail, moi, mon travail, c'est ça. Les autres, leur travail, là, ce sont les armes. Ils ont appris ça. Ils savent comment manipuler les armes et ils savent comment neutraliser l'ennemi en face. Moi, je n'ai pas appris ça. Mon rôle, c'est de parler. Mon rôle, c'est d'avertir. Mon rôle, c'est de dire, ceux qui sont cachés, tapis dans l'homme là, si vous croyez nous effrayer, vous n'avez qu'à regarder les États-Unis avec l'Iran. Si aujourd'hui l'Iran ridiculise les Américains à tel point qu'ils déploient les porte-avions, après ils les rappellent, ils viennent, finalement, tout le monde a vu que l'Amérique, c'est la grande gueule, Trump ne peut pas, l'Iran, c'est pas le Venezuela. Le Mali, c'est pas le Venezuela. Le Niger, c'est pas le Venezuela. Le Burkina, c'est pas le Venezuela. Tu tentes, tu meurs sur le champ. Il n'y a pas de retour. Même l'Amérique, on n'a pas peur. Même s'ils sont là-bas. Qui vont envoyer ici? Nous respectons tout le monde. Mais on veut qu'on nous respecte. Nous n'avons peur de personne. Mais nous voulons être respectés. Nous ne provoquons personne. Mais nous voulons être respectés. Il faut qu'on se comprenne très bien. Nous n'avons rien contre l'État de Côte d'Ivoire.
Mais si l'État de Côte d'Ivoire, par un idiot, un adultéré de fils ténébrement, un dangadin qui pense qu'il est mieux que les Ivoiriens, alors que les gens le surprennent, ce monsieur-là. Moi, le monsieur qui parlait de lui, là, il m'a un peu énervé. J'ai dit, mais attends, si tu vois Ténébrement aller à Sendou, dans leur village, pourquoi vous ne le filmez pas? Pourquoi vous ne vous cachez pas pour prendre sa photo? Parce que c'est des gens qui ne prononcent jamais ce village, le nom de ce village. Ils ne reconnaissent même pas son criminel de papa là. Il dit, j'ai servi un temps ce pays-là. Mais il n'a jamais dit que je suis ressortissant de ce pays. Il dit, j'ai servi. Mais pourtant, son papa est enterré à Sendou. On dit qu'il a mis Goudron là-bas quand il est devenu président. Il avait envoyé des armes là-bas. C'est là, Ibrahim a bloqué les armes pour dire non, ça c'est pour, ça ne se fait pas chez nous ici. Les armes que tu envoies, c'est pour l'État. Ils ont bloqué les armes. C'est là on dit Côte d'Ivoire a donné armes au Burkina. C'est fou. Ouattara voulait créer une petite armée là-bas à Sendou. Et Ibrahim a bloqué les armes. Donc, il y a des choses qu'il faut arrêter. Vous êtes prêt à mourir pour quelqu'un dont les origines sont connues. Il paraît qu'il se cache pour aller là-bas. Et c'est vous qui voulez mourir pour lui. Moi, au moins, je suis fier de celui que je suis. Quand mon fils Gaussou est né ici, et tous ceux qui vont naître après lui, personne n'aura la nationalité ivoirienne. On me dit, il faut aller à la... Il dit, je ne vais pas. Il ne sera pas ivoirien, il reste malien. Il ne sera jamais ivoirien. Son grand frère qui est né là-bas, ça s'arrête là. Lui, il ne sera jamais. Il reste malien 100%. Il y a des choses qu'il faut arrêter. Et moi, je voudrais que les Ivoiriens comprennent bien ce message. Ce n'est pas quelqu'un qui a peur. Mais nous disons à vos autorités de faire beaucoup attention, de ne pas pousser loin. Parce que l'obsession du pouvoir de ce délicat fils adultéré, ténébrement, l'obsession du pouvoir l'a mené à tuer trop d'Ivoiriens. Et vous avez accepté qu'un Burkinabé qui a renié le Burkina tue des Ivoiriens et il prétend être plus Ivoirien que des Ivoiriens. Il a tué des Ivoiriens. Il a tué Ahmed Bagayoko. Il n'est pas Ivoirien ténébrement. Il a tué Ahmed Bagayoko. Il est responsable de la mort de Amadou Soumaoro. Il est responsable de la mort de Gonkoulibaly. Son père l'a épuisé parce que l'objectif de son père qui sait qu'il va mourir bientôt, c'était d'épuiser Gonkoulibaly, mettre Ténébrema à côté. Le jour que Gong devient président, Ténébrema vice-président, Gong se retire et puis meurt quelques jours après, Ténébrema prend le pouvoir. C'est tout. C'est cette stratégie, c'est la stratégie d'Alassane Ouattara jusqu'à aujourd'hui. C'est sa stratégie jusqu'à la date d'aujourd'hui. Comment installer cet adultère de fils au pouvoir? Et cette obstruction d'être président l'amène à ne même plus comprendre le béaba de la moralité. Et c'est lui qui sort, qui parle. C'est comme il a quelque chose, c'est comme il peut quelque chose. Ah bon? Les gens que vous avez à l'hôtel Sebroco là, vous pensez qu'ils pourront faire face à ce que nous avons, qu'on ne montre jamais, que personne ne le voit? D'accord? Si les Israéliens étaient assez forts, l'Iran ne serait pas ce que l'Iran est aujourd'hui. Ça, c'est un conseil que je donne à l'État de Côte d'Ivoire. Si les Israéliens étaient forts, des criminels, des assassins, des terroristes, ce sont les Israéliens qui commettent des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Israël n'a qu'une seule obsession, attaquer un pays qui est désarmé. Ils ont affaibli l'Iran. L'Iran n'a pas d'armée. J'ai dit l'Iran s'en frôlait. Le Liban. Le Liban n'a pas d'armée. Voilà pourquoi ils attaquent le Liban. Ils attaquent les Palestiniens, qui ne sont même pas encore un État. Ils n'ont aucune armée. Mais la seule armée au monde dont ils ont peur. Et devant le monde, Israël a démontré qu'il n'est pas à la hauteur. Israël dit,
On a peur des missiles hypersoniques iraniens, leurs missiles balistiques. On veut pas, il faut pas qu'ils produisent des missiles balistiques. Mais vous avez les F-35 américains. Vous avez la puissance de feu américaine avec vous. Et c'est vous qui dites, c'est-à-dire que moi je comprends, voilà un pays que je comprends pas. Ils ont toute la puissance de feu des Américains, mais en même temps, ils veulent que ceux qui sont en face d'eux soient désarmés pour que la puissance de feu, mais où est votre force? Israël, où est votre force là? Et ceux qui n'ont rien. Oh, Nyamokonde, Dagade, Dieu vous a vomi il y a longtemps. Donc c'est ceux-là qui constituent aujourd'hui l'épine dorsale de la sécurité d'Alassane Ouattara. Des assassins et des criminels. Voilà ceux qui sont aujourd'hui autour d'Alassane Ouattara. Mais vous voyez, Ouattara, souvent, Keïta dit quelque chose qui est indiscutable. Quand vous êtes bon, quand vous êtes dans la vérité, merci. Par rapport à nos produits, ceux qui sont intéressés par rapport à nos produits, évidemment, les produits que nous vous proposons, je travaille avec les plus grands spécialistes en matière de médecine naturelle. Je suis pas praticien, je le suis pas. Je fais la médecine naturelle, c'est-à-dire je travaille avec les plantes. Voilà, c'est ça notre force, notre capacité. Donc, je voudrais dire rapidement une ou deux choses avant de continuer. Quand, par exemple, vous achetez nos produits, n'oubliez pas que le Mali n'est pas la porte d'à côté. Pour ceux qui sont peut-être un peu loin même, ceux qui sont nos voisins, nous sommes confrontés à des attaques terroristes de façon récurrente. Donc souvent, les véhicules qui quittent le Mali pour tel ou tel pays, il y a des convois qui sont faits par moment pour sécuriser les personnes et leurs biens à l'intérieur de ces véhicules-là. Donc je voudrais que les gens soient un peu, vraiment un peu, quand vous passez vos commandes, il faut être un peu tolérant. D'accord? Maintenant, si vous voulez une livraison express, vous me dites, ça c'est par avion, il n'y a pas de souci. On vous donne la facture, si vous la payez, et puis bon, on vous livre. Mais quand c'est une livraison normale, il peut y avoir des incidents, il peut y avoir des retards. La voiture peut tomber en panne, il peut y avoir une crevaison, il peut y avoir un contrôle, il peut trouver quelqu'un qui est dans le véhicule qui n'est pas ses pièces au complet. Donc, il y a tellement de choses qui peuvent arriver en cours de route. Mais tout ça, vous faites office, vous voulez, je comprends, mais soyez aussi compréhensibles, hein, d'accord? Ce n'est pas moi qui mets dans ma voiture et puis je vais dans les pays livrés. Non, je travaille avec des compagnies. Hein, il y a des règles de sécurité que les chauffeurs doivent respecter pour maintenir ceux qui sont en vie, ceux qui sont avec eux en vie et assurer la sécurité de chacun. Donc vraiment, soyez un peu indulgents, hein, d'accord? N'exagérez pas beaucoup trop, s'il vous plaît. Alors, ceci dit, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons au mieux de notre possible. Nous ne sommes ni charlatans, ni marabouts, ni magiciens. Je ne suis pas faiseur de miracles, mais par la grâce de Dieu, mes produits arrivent à avoir un taux de guérison assez élevé, un taux de satisfaction conséquent. Jusqu'à présent, toutes ces années, je ne suis jamais tombé en dessous des 90, 95. Pour ne pas trop exagérer, je mets à 95, non, je peux dire 99%. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, on est dans les 95% comme taux de satisfaction sur les retours que j'ai. J'ai pas envie de dire 99, sinon c'est à peu près 98 à 99% de réussite. Donc c'est énorme. Voilà. Mais cela ne fait pas de moi un magicien, ni un charlatan, ni un marabout. Voilà. Je travaille sur la base d'informations cliniques. Qu'est-ce que votre médecin a dit? De quoi vous souffrez? C'est le diabète. Type 1, type 2, c'est le cancer métastasé, cancer du col de l'utérus, cancer du cerveau, cancer du sein, cancer de la prostate. C'est le dysfonctionnement érectile au niveau des hommes. C'est le cancer du col de l'utérus. C'est les trompes bouchées, c'est la ménopause précoce, ce sont les fibromes, les kystes, les biens, ou c'est l'hernie discale, l'arthrose, les douleurs neuromusculaires, je sais pas, la liste elle est longue, hein, le diabète, l'hypertension, tout ce que vous voulez. Voilà, je dis ok, d'accord. Ou tout simplement des maladies chroniques telles que les hémorroïdes, internes ou externes. Hein. Voilà, donc on intervient à ces différents niveaux-là.
et par la grâce de Dieu, on a des excellents résultats. Donc, si vous êtes dans un cas de figure ou vous connaissez quelqu'un dans un cas de figure, le numéro c'est le 223 72 77 47 88 223 72 77 47 88 223 72 77 47 88. Vous nous contactez. Et si vous donnez le numéro à la personne, dites-lui tout simplement, c'est un numéro WhatsApp, de laisser un numéro WhatsApp, de me laisser un message dans mon WhatsApp et puis je réponds. Voilà, de ne pas trop insister sur les appels parce que je travaille la nuit et la journée, très souvent, c'est là que je me repose un peu. Voilà, souvent les gens se plaignent, on appelle, on n'arrive pas à la voir, c'est parce que l'heure à laquelle vous appelez, ces heures-là, je suis pas disponible, le téléphone il est éteint. Donc laisser un message, c'est plus normal parce que toutes les personnes, ces temps-ci, je suis en train de faire des faveurs énormes à tout le monde. D'accord? Peu importe le prix, hein. J'ai dit aux gens combien vous pouvez payer. À quel état je peux payer ça? J'ai dit d'accord, faut payer. Ah, je peux payer ça, d'accord. C'est pas grave, faut laisser tomber. Voilà. Donc, le numéro, c'est un numéro WhatsApp, j'insiste. Laissez un message. Et quand je lis le message, tout de suite, j'appelle. Voilà. Donc, ne pensez pas que je vais pas appeler, je vais appeler. Mais si vous voulez appeler, c'est pas évident. Juste. Voilà. Donc, si vous voulez que je vous réponde, vous me laissez un message. Dès que j'arrive, que je vois que c'est une urgence, tout de suite, moi-même, je vous appelle. D'accord? Donc, une dernière fois, c'est le 223 72 77 47 88. Ce qu'il faut retenir après le message de la promo, nous nous battons pour un meilleur avenir parce que nous savons que nous ne sommes pas éternels. Nous voulons laisser un Mali prospère, un Burkina prospère, un Niger prospère. Nous ne voulons entrer dans un conflit avec personne. Aujourd'hui, quand vous regardez, la France est en chute libre. Le taux de chômage a atteint un niveau jamais égalé en France. J'ai appris même que le directeur général de la Banque de France a démissionné. Le ministre de l'économie, qui disait qu'il va mettre l'économie de la Russie à genoux, c'est aujourd'hui l'économie de la France qui est à genoux. Parce que l'uranium qui était volé au Niger, qui éclairait les rues de Paris, Paris ville lumière. Qui n'a pas entendu ça? Cette poésie. Paris, la ville lumière. Mais la lumière venait d'où? Elle venait du Niger. Mais là où était exploité l'uranium, allez regarder le mal qu'est l'État français. Parce que Orano est détenu à 90% par l'État français. Je dis bien l'État français. Comment l'État français pouvait se comporter aussi maladroitement avec un partenaire selon eux? C'est pourquoi l'idiot de Macron, on l'a entendu, Bazoum était un président courageux qui faisait des réformes. Mais on ne savait pas que Orano était détenu à 90% par l'État français. Paris-Ville Lumière, pendant que les enfants de Niamey, les enfants du Niger, dans les zones où était exploité l'uranium, c'est le cancer qui était leur quotidien. Les enfants, vous les regardez, votre ballonné, les yeux rouges, les cheveux crépus, rouges. Vous n'avez qu'à aller regarder ces endroits. Comment ils ont détruit l'atmosphère et l'environnement. Il y avait un cahier des charges. Le cahier des charges n'a jamais été respecté. Allez-y, regardez comment les eaux sont polluées, comment la terre est polluée. Il y a des endroits où on ne pourra même pas... C'est comme on a lâché la bombe atomique là-bas. Mais ils utilisaient ça pour leur bien, pour leurs besoins. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que nous recevions? Humiliation, pays pauvre, aide budgétaire, pays pauvre, aide au développement, pays pauvre, pays pauvre, pays pauvre, pays pauvre. C'est ce qu'on attendait. Est-ce qu'on méritait ça? Et quand je vois des Africains qui refusent de voir cette réalité et qui nous condamnent parce que on veut tout simplement le bien de notre peuple, je me pose la question, est-ce que vous êtes Africain ou vous êtes des bâtards avec la peau noire? Au Burkina, vous avez entendu le document. On dit au Burkina, rien ne va pousser. Ni le cacao, ni la banane, ni le manioc, ni les fraises, rien. Mais aujourd'hui, le Burkina, il n'y a pas une culture au monde qui ne peut pas pousser au Burkina. Mieux, l'or est à ciel découvert. Le diamant, on vient de découvrir, si mes informations sont bonnes, la plus grande mine de diamants au monde.
alors qu'on nous a dit qu'il n'y a rien. Il y a le pétrole, il y a le gaz là-bas. Le Mali, on n'en parle même pas. L'estimation du gaz malien et du pétrole malien, l'estimation n'a jamais été faite. On parle de Venezuela, on parle d'Arabie Saoudite, on parle de la Russie, mais on ne sait même pas ce que le Mali a, puisque ça n'a pas encore été quantifié. Et c'est pour ça qu'on nous attaque, c'est pour ça qu'on veut détruire nos États, c'est pour ça qu'on nous combat, c'est pour ça qu'on injecte les terroristes chez nous, pour nous empêcher de découvrir la vérité, pour nous empêcher d'évoluer. Mais pourtant, malgré qu'on combat le terrorisme, les projets de développement sont en cours. On aura notre port, Inch'Allah. On aura notre transport ferroviaire, Mali, Burkina, Niger, Mali. On aura notre compagnie aérienne AES, notre compagnie ferroviaire AES. On aura notre port AES. Tous les grands projets qui doivent être faits ensemble, on va les réaliser par la grâce de Dieu. Et tout en réalisant ces grands projets, on continuera de combattre le terrorisme jusqu'à leur dernier retranchement. On ne dira pas parce qu'on combat le terrorisme, on ne va pas s'occuper de l'économie. On ne le fera pas. En même temps,